Alors quand on pense à 1936, le Front populaire, des gens qui n'avaient jamais vu la mer, on peut comprendre qu'à l'époque la noyade était fréquente. En tout cas, le premier contact avec l'eau était pas toujours facile. On n'avait pas forcément appris, évidemment, à se mouvoir dans cet élément si différent d'une autre. Et pourtant, aujourd'hui, cela perdure alors que l'apprentissage existe à l'école, peut-être insuffisamment. On va en parler tout de suite. Vous posez vos questions au 0826 300 300 et on va se poser cette question: comment éviter la noyade? Sud Radio Question d'été. Une question qui fait surface voilà, ça sent jeu de mots. Voilà, qui fait surface chaque année au moment des vacances, Marine. C'est terrible, hein, parce que encore cette année, d'ailleurs, il y a eu une campagne lancée par la ministre des Sports, Madame Roxana, je cherchais le prénom, Maracineanu, qui est évidemment, elle, concernée au premier chef. Hein, et on se rend compte que chaque année, c'est reparti, malheureusement, dans le mauvais sens, avec des drames au bord des plages. Alors, j'ai ce matin en ligne Émeric Ung, qui est avec nous, qui est épidémiologiste. Alors, c'est pas parce que la noyade est une épidémie, mais ça traite de tous les phénomènes autour de ce qui nous touche directement dans notre santé. Bonjour Émeric Ung. Bonjour. Vous êtes épidémiologiste à Santé publique France, donc vous voyez ressurgir chaque année ce problème des noyades en littoral. Oui, effectivement, nous avons publié notre premier point épidémiologique récemment sur la période du 1er juin au 5 juillet. Et en fait, les premiers chiffres indiquent donc que le nombre de noyades est important. On a recensé 314 noyades accidentelles, dont 79 suivies de décès. Incroyable. Donc, à peu près un quart. Et ces chiffres donc sont en augmentation de 22% pour l'ensemble des noyades accidentelles par rapport à la précédente enquête en 2018, et sont en augmentation de 58% pour les seules noyades suivies de décès. Oh, c'est énorme. Alors, Émeric Ung, est-ce qu'on peut dire au fond qu'il y a toujours un effet structurel et conjoncturel dans ce genre de phénomène? Le conjoncturel, c'est peut-être le déconfinement, cette impression que tout le monde a besoin d'aller s'égayer un petit peu dans la nature après la crise sanitaire. Oui, effectivement, c'est la première hypothèse que nous faisons, parce que globalement, les conditions météorologiques de juin 2018 et juin 2021 étaient à peu près équivalentes. Et l'hypothèse que nous faisons, c'est que évidemment, ce mois de juin 2021 se passe dans un contexte de levée des mesures de restriction déployées pour la gestion de l'épidémie de Covid-19. Et donc, ces mesures se sont traduites notamment par une réduction importante de l'activité physique pendant le confinement, et qui a pu entraîner des prises de risques plus importantes. Et c'est pour ça qu'il faut être très attentif à prendre en compte sa condition physique et reprendre progressivement la nage. Attendez, pour faire le point, Émeric Ung, excusez-moi, mais ça concerne tout type de noyade dans tout milieu? Oui, exactement, vous avez raison. Nous le répétons à chaque fois, vraiment, la noyade est un risque qui concerne tous les âges. Il n'y a pas, même si un quart des noyades accidentelles concernent les jeunes enfants de moins de 5 ans, l'autre quart, tous âges, les personnes âgées de plus de 65 ans, mais sinon, ça concerne tous les âges, toutes les générations, tous les lieux de baignade. En mer, comme en cours d'eau, plan d'eau, comme en piscine privée. Comme en piscine privée, et même, est-ce que rentre dans ces chiffres, excusez-moi de vous poser la question, parce qu'on a eu des images d'inondations terribles, accidentelles à cause des pluies diluviennes. Est-ce que, par exemple, ça serait comptabilisé dans les noyades aussi, des gens qui seraient victimes d'inondations ? Alors oui, bien sûr, toutes les noyades sont comptabilisées pendant l'enquête. Donc évidemment, quand il y a un épisode comme on l'a connu au mois de juillet, avec des inondations et malheureusement des disparus dans des inondations terrifiantes, ça va être comptabilisé aussi. Donc vous ne faites pas le distinguo. Bien sûr. D'accord. Oui, mais bon, c'est pas ce qui nous concerne, vous le comprenez bien, ce matin sur les routes de l'été, c'est évidemment la baignade estivale, qui est la première concernée. Tous les gens qui vont notamment au bord de la mer, mais aussi, comme vous le disiez, en lac et en étang, et en piscine publique ou privée. D'ailleurs, est-ce qu'il y a une répartition entre les sites naturels et les piscines des gens concernés par les noyades ?
Oui, la très grande majorité des noyades accidentelles ont lieu en site naturel. Oui, c'est ça. Environ 80%. Et ça s'explique parce qu'évidemment, les risques sont plus importants en site naturel. Ça bouge. La mer, elle bouge. Hein. Enfin, voilà, grosso modo. Ou les rivières, ou les torrents, enfin voilà. Ok. Alors on a avec nous, si vous voulez bien, en ligne également Axel Lamotte. Bonjour Axel, vous êtes secrétaire général adjoint du syndicat national professionnel des maîtres nageurs, autrement dit le patron des maîtres nageurs, hein. Enfin une des têtes des maîtres nageurs en France. Alors moi me venait l'idée, puisque les sites naturels sont les premiers concernés, de savoir s'il y a assez de surveillance avant qu'on parle d'apprentissage de la natation. Alors, bonjour Vincent Ferniaud. Je voudrais déjà rendre hommage au travail excellent de Santé publique France et du docteur Émeric Huyghe, qui nous sert des statistiques que nous utilisons bien volontiers pour donner des conseils de prudence. Alors, pour répondre à votre question, effectivement, on manque de maîtres nageurs sauveteurs et on manque aussi de sauveteurs. Hein. C'est deux métiers différents, le maître nageur, il est maître nageur et sauveteur, c'est-à-dire qu'il apprend à nager et peut aussi assurer la sécurité. Oui. Ensuite, vu le déficit de maître nageur, on a de plus en plus recours à des surveillants. Des surveillants sauveteurs. Qui ne sont pas formés spécialement à la natation, vous voulez dire ? Non, ils sont pas spécialistes. Ce sont des hommes de sécurité, en fait. Ils n'ont pas la pédagogie, en tout cas, derrière. Exactement. Ils ne peuvent pas apprendre à nager en personne ou faire des activités aquatiques quelconques. Ils sont là juste pour intervenir après l'accident. Pour autant, ils sont évalués quand même sur leur capacité à sauver, à nager, à ramener des... Ils ont d'excellents physiques. Je trouve dans la belle station balnéaire de Lacano-Océan. Et donc, hier, si vous voulez, je vous relate l'événement pour donner un petit peu des conseils de prudence. J'ai nagé le long de la plage, j'ai fait 1 kilomètre ou 2, et puis j'ai croisé un monsieur qui nageait en perpendiculaire, direction le Canada. Direction le large. Oui. Alors, je l'ai interpellé, j'ai déjà après lui, je dis monsieur, non, moi je veux aller le plus loin possible. J'ai essayé de le raisonner, mais bon, il était reparti. Effectivement, ça typiquement, c'est une attitude quasi suicidaire. Il faut nager le long de la plage. On a 3000 km de côte, il y a de la place de nager. Oui. On recherche souvent un petit peu l'isolement aussi, surtout sur des plages qui sont extrêmement bondées. On veut un peu nager, avoir l'impression d'être seul au monde aussi quand on s'éloigne un petit peu. Oui, mais à 20 mètres du bord, on peut longer le littoral français sans croiser grand monde. Et en toute sécurité. Alors, on conseille bien évidemment de ne se baigner que dans les zones surveillées par des sauveteurs ou des maîtres nageurs sauveteurs. C'est important. De nager par deux. Par exemple, un conseil aussi, si on voit quelqu'un en difficulté, on commence par alerter. On ne va pas se porter à son secours si on n'est pas un excellent nageur. Et on risque sauf s'il y a urgence, vous êtes d'accord ? Axel. Oui, je suis d'accord, mais si vous voulez, ça dépend de la capacité de chacun. Si on est vraiment tout mince, on va pas aller sauver. Je vais pas aller vous sauver. Quelqu'un comme moi, vous voulez dire qui pesait 2 fois mon poids. Avec un corps magnifique. Si vous voulez, je représente. Je rappelle toujours l'exemple de Madame Anne Dufourmentel qui s'est portée au secours d'une gamine de 11 ans et qui a laissé sa vie. C'était une psychologue et psychiatre de renommée mondiale. Ça s'est passé en juillet 2017 sur la plage de Pamplonne à Saint-Tropez. Oui. Elle a été saisie et donc voilà, elle a un arrêt cardiaque et elle a laissé sa vie en voulant sauver quelqu'un. Alors on conseille, si vous êtes sur la plage ou au bord d'une piscine, prenez vous savez mouillé, vous l'attendez et vous tractez la personne sans qu'elle puisse vous attraper. Ah oui, d'accord. Ça évite d'avoir 2 noyés, par exemple. Mais ça fait partie de l'apprentissage, parce qu'il y a l'apprentissage de la natation et l'apprentissage des gestes qui sauvent, et notamment dans l'eau, on est d'accord ? Bien sûr. Alors, on organise, nous, depuis 13 ans, au niveau du syndicat national professionnel des maîtres nageurs sauveteurs, dans des centaines de piscines de France, les journées de prévention, depuis 13 saisons, donc, au mois de mai, juin et juillet, donc les personnes peuvent s'adresser aux maîtres nageurs. Aussi nécessaire que la sécurité routière à l'école, quoi. Bien sûr. On est en train de rédiger un code commun de la baignade, de manière à ce que les gens se respectent les uns les autres et qu'on ait les bonnes attitudes. Les bons comportements. Restez avec nous, Axel, on va s'en reparler, on a encore un petit peu de temps. Émeric Huyghe, restez avec nous également, on se quitte 1 minute et on va parler un petit peu d'apprentissage justement, d'apprentissage de la natation. Ça semble la base, mais pas pour tout le monde apparemment. Et pendant que nous nous interrogeons sur la noyade, qui est un phénomène malheureux qui revient chaque année évidemment au moment de l'été, plus au moment de l'été, c'est là où on se baigne en général, Thierry, lui, s'est réveillé ce matin en ayant envie de venir sauver Marine. Vous avez vu ça ?
ça sur les réseaux sociaux. Thierry, il veut vous sauver de mes griffes, en fait, pas vraiment de la noyade. Exactement. Ça s'amuse bien, en tout cas. Ça se taquine bien sur Twitter et Facebook ce matin. Thierry n'a pas bien écouté la semaine dernière. Marine vient de se marier, donc elle n'est pas du tout en recherche d'un sauveteur. Mais alors, pas du tout. Son mari lui suffit amplement. Allez, revenons à des choses. Soyez un peu sérieux, Vincent. En tout cas, on vous pose cette question sur le Twitter de Sud Radio. Avez-vous déjà failli vous noyer? Et pour l'instant, vous êtes seulement oui, à 24% à nous dire oui ce matin. C'est quand même beaucoup. C'est beaucoup, ça fait quasiment un quart. Un quart, ça veut dire, alors failli se noyer, ça veut dire peut-être juste avoir une petite défaillance, l'angoisse de ne pas pouvoir rentrer déjà avoir bien bu à la la tasse. plage. Bon, alors ce matin, nous sommes avec des spécialistes. Émeric Houng, qui est épidémiologiste à Santé publique France, qui nous donne un peu les chiffres et il nous fait un petit état des lieux des noyades, comme il le fait chaque année, évidemment, avec ses équipes. Et Axel Lamotte, secrétaire général adjoint du syndicat national des maîtres nageurs sauveteurs. Alors, Émeric Houng, vous écoutiez dans le premier quart d'heure de ce débat ce que disait Axel Lamotte. Moi, j'ai envie de faire quand même une sorte de distinguo entre ceux qui sont, on va dire, en situation de noyade par des causes extérieures et ceux qui ont vraiment un manque d'apprentissage de la natation, parce que c'est quand même, ça c'est présent chaque année. Est-ce que vous faites la différence dans les chiffres? Ceux qui ont, malheureusement, ceux qui ont connu des noyades, et surtout quand elles sont funestes, le sort est funeste, eh bien, est-ce que vous faites la distinction entre ceux qui savaient nager et ceux qui ne savaient pas nager? Est-ce qu'on les interroge là-dessus ou est-ce qu'on a une notion de cela? Alors, on a des chiffres là-dessus, mais comme vous l'imaginez bien, c'est un peu compliqué. Oui, on ne va pas interroger effectivement les familles les données sont, les données sont remontées par les services de secours. Oui. On peut dire quand même, c'est que ça va dépendre de l'âge. Bien sûr. Pour les jeunes enfants, en fait, la noyade accidentelle, c'est quasiment entièrement un problème de baisse ou d'absence de vigilance de l'adulte qui est censé surveiller. Bien sûr. Et d'où toute la législation sur les piscines privées, avec des barrières, des alarmes. Alors ça, bien sûr, c'est très utile, mais en fait, comme on le dit dans l'enquête, à peu près 3/4 des noyades accidentelles chez les jeunes enfants ont lieu pendant un temps de baignade. Donc au moment où le dispositif de sécurité est évidemment désactivé. Désactivé puisque tout le monde est censé être dans l'eau, quoi. Enfin, en tout cas, et les enfants surveillés. Donc c'est un manque de vigilance pour 3/4 des cas. Pour quasiment l'ensemble des cas, chez les jeunes enfants, c'est un manque de vigilance. Oui. Les jeunes enfants, vous allez jusqu'à quel âge? Jusqu'à 6 ans. Oui, c'est ça. 7 ans, l'âge de raison. Donc, l'âge où on est censé savoir ce qu'on fait si on va dans l'eau, en tout cas. Voilà. C'est ça. Axel Lamotte, vous avez des actions qui sont menées en direction à la fois justement de l'apprentissage des enfants par les maîtres nageurs, mais aussi des règles de sécurité pour les parents, vraiment pour les sensibiliser à ce manque de vigilance qui peut nous frapper tous à un moment ou à un autre. Pour les piscines privées, nous demandons aux personnes adultes qui ont en charge la sécurité des enfants d'être dans l'eau avec eux. Parce que quand on est sur le bord, on a oublié la boisson au frigo, on retourne au frigo et le drame arrive très vite. Oui, ça va très vite. Quand l'eau est accessible pour des enfants en bas âge, il y a un adulte dans l'eau. Et dans l'eau, effectivement, on peut porter secours sans problème, on tend le bras et tout va bien. Est-ce que c'est la règle? Est-ce que c'est la règle écrite, ça? Ou est-ce que c'est du bon sens? C'est du bon sens, puisqu'on ne peut pas obliger les gens à être dans l'eau pour diverses raisons, mais en tout état de cause, les dispositifs de sécurité, comme vous le rappeliez, ne sont pas suffisants. Oui, parce que ce que vous dites, en fait, c'est que même si on est au bord de la piscine, parfois ça peut aller tellement vite que même le temps de sauter dans l'eau, les dégâts peuvent être irréparables. Oui, vous savez que le cerveau, lorsqu'il n'est pas oxygéné, les neurones se détruisent. C'est des éléments qu'on ne peut pas remplacer. Bien sûr. Alors effectivement, on peut refaire d'autres connexions et on peut rétablir plein de choses. Dans les 2 premières minutes, le cerveau d'un enfant en particulier la plasticité de son cerveau permet de récupérer. Mais au-delà de 2 minutes, entre la 2e et la 6e minute, si vous voulez, on perd à peu près 70 milliards de neurones sur 100 milliards. Donc il n'y a plus aucune chance de récupérer la victime.
vivante ou dans un état d'autonomie suffisant. En tout cas, oui, enfin, un état cérébral suffisant, voilà, en tout cas. Dites-moi, Axel Lamotte, excusez-moi, vous posez la question. La noyade, c'est en fait, qu'est-ce que c'est la noyade? C'est l'eau qui rentre dans les poumons et l'oxygène qui ne passe plus dans le sang, c'est ça? Exactement, c'est l'eau qui rentre dans les poumons et ça entraîne l'anoxie cérébrale et l'inconscience, et puis ensuite effectivement la destruction des cellules nerveuses, des cellules cardiaques et qui entraîne la mort très rapidement. Au bout de combien de temps est-ce qu'on est noyé au fond? Parce que ce que vous me dites, imaginez qu'on boive la tasse, et même sacrément, ce qu'on appelle boire la tasse, c'est-à-dire avoir de l'eau, avaler de l'eau, et peut-être même dans les poumons. On peut avoir coulé et ne pas être mort tout de suite. On peut être sauvé encore. Les noyades, si vous voulez, c'est comme le dit Santé publique France, les noyades, ce sont les personnes qui ont été prises en charge par les services de secours. D'accord. Donc qui ont eu un besoin d'avoir des soins médicalisés à la suite d'ingestion importante d'eau dans les voies aériennes respiratoires. Donc ça, il faut absolument les prendre en charge parce qu'il peut y avoir des œdèmes retardés du poumon qui peuvent survenir 24-48 heures après. On peut faire un œdème du poumon et puis se noyer dans son propre liquide pulmonaire. Oui, mais le réflexe du corps humain, excusez-moi là encore, je veux dire, c'est pas très joyeux ce matin dans notre émission, mais il faut être très clair. Le réflexe du corps humain, c'est l'arrêt cardiaque dès qu'on a de l'eau dans les poumons? Alors, l'arrêt cardiaque ne survient pas immédiatement, mais dès qu'on n'a plus assez. Alors, dès qu'on n'a plus assez d'oxygène, en fait. Ça concerne les jeunes, les plus de 65 ans, c'est l'arrêt cardiaque qui entraîne la noyade. D'accord, c'est l'inverse. Santé publique France, voilà. Mais pour les jeunes, effectivement, c'est le fait de ne plus avoir d'oxygène qui arrive sur le muscle cardiaque qui entraîne l'arrêt des réflexes quelconques. Vous savez pourquoi je vous demande ça, parce que si on est témoin de noyade sur le bord de l'eau et qu'on ramène un corps qui est visiblement inanimé, est-ce que les gestes de sécurité qu'on apprend à l'école sont valables avec la respiration? Alors, pour d'autres raisons, pour des raisons moins glorieuses, mais vous savez, quand vous avez une personne qui est souvent jeune, la médecine s'est occupée dès le XVIIe siècle de ranimer les noyés parce que c'est les gens qu'on pensait pouvoir sauver de la mort. Alors, quand vous avez une personne qui est noyée, effectivement, il faut pratiquer du massage cardiaque, quel que soit le cas. Et faire sortir l'eau des poumons d'une certaine manière? Faire sortir l'eau des poumons, non, mais la masser de manière à ce qu'on ait des échanges gazeux. Il reste toujours un petit peu d'oxygène dans le sang. D'abord, on a prévu bien évidemment le 15 ou le 18. Bien sûr. Et puis ensuite, on fait du massage cardiaque. Et puis les services de secours savent également que sur des personnes jeunes, on peut récupérer des organes pour sauver d'autres vies. Donc voilà, on pratique systématiquement du massage cardiaque jusqu'à ce qu'un médecin vous dise que c'est plus nécessaire parce qu'il n'y a plus rien à faire. Alors, on a parlé d'accidentologie et il ne reste plus tellement de temps, mais je me tourne vers Aymeric Kung. Il faut parler aussi d'apprentissage de la natation, parce que c'est aussi vraiment un facteur majeur. Cette inadaptation, inaptitude à plutôt aller à nager dans un milieu qui nous est hostile a priori. Est-ce que vous sentez que dans vos chiffres, est-ce que l'apprentissage progresse? Est-ce que les gens savent de plus en plus nager, Aymeric Kung? Oui, alors les derniers chiffres qu'on a datent de 2015, mais globalement, un Français sur 6 déclare ne pas savoir nager et cette proportion, elle augmente avec l'âge. C'est pour ça qu'on dit bien qu'il n'y a pas d'âge pour commencer à apprendre à nager. On peut tout à fait commencer à des âges tardifs et qu'effectivement, dès les plus jeunes âges, on peut au moins améliorer l'aisance aquatique et après embrayer sur l'apprentissage de la nage en tant que tel. Oui, la nage et voire même la natation et la natation sportive qui en est un petit peu la pointe. Dites-moi, Axel Lamotte, moi je me posais la question, est-ce que par exemple il y a un apprentissage aujourd'hui qui se fait en dehors du cadre scolaire assez facilement, par exemple pour les retraités, les nouveaux retraités qui n'ont peut-être pas eu le temps d'apprendre à nager pendant leur vie pour profiter encore de ces belles années à nager, par exemple? Alors effectivement, souvent il est proposé des séances d'aquagym plus ou moins douces qui amènent les gens à pratiquer des activités aquatiques. Et puis effectivement, le maître nageur qui enseigne cet aquagym les incite à apprendre à nager de manière à pouvoir faire de l'aquagym en grande profondeur où on peut encore plus profiter de l'importance de l'eau pour faire des tas de mouvements dans tous les sens. Donc effectivement, il n'y a aucun problème. Mais, si vous voulez, la vraie problématique, c'est que depuis des années et des années, il manque des maîtres nageurs.
Ouais. Le métier n'est pas attractif, on ne forme pas assez de maîtres nageurs, il en manque partout de plus en plus, il y a des piscines qui ferment à cause du manque de maîtres nageurs. Et puis là, cette année, on va quand même rappeler aux gens que la sédentarité, comme disait le docteur Ling, a entraîné souvent une prise de poids. Donc les gens sont moins en forme, ils se sont pas entraînés. Oui, parce que c'est du sport. Hein. Les générations qui ont appris à nager en 2018, 2019, 2019, 2020, par exemple, ils se sont pas perfectionnés. On conseille à tous les enfants qui savent nager et les adultes de se perfectionner régulièrement. Et les fermetures de piscines qui ont été faites, hélas, on a fait un très très mauvais choix de faire des piscines couvertes, alors qu'on aurait pu les laisser ouvertes. Vraiment, là, Mais s'il y a une quatrième vague, je demande à ce qu'on ouvre le livre de la possibilité d'ouvrir les piscines couvertes aux enfants des écoles, de manière à ce qu'on ait un vrai programme d'apprentissage de la natation en France. Oui, mais Axel Lamotte, la natation, vous disiez, ils ont pas perfectionné la natation. Une fois qu'on sait nager, c'est un peu comme le vélo. Je veux dire, c'est juste la première appréhension de savoir en fait flotter, flotter et se mouvoir. Mais si vous voulez, dans l'eau, vous voyez, moi je fais la canot, il y a les courants de baïne. Oui, bien sûr. Dans le courant de baïne, c'est les pires. Oui, si on a appris à nager il y a 2 ans, voilà. En rivière, par exemple, Santé publique France nous dit que les enfants entre 6 et 13 ans qui tombent dans les rivières meurent quasiment à chaque fois. Il y a plein de précautions à prendre. On a tous les flyers sur notre site snplns.com sur l'onglet Journée nationale de prévention de la noyade pour prendre les précautions nécessaires pour ne pas risquer la noyade. Alors après, effectivement, au-delà de 60-65 ans, un arrêt cardiaque, s'il se revient dans l'eau ou au volant, il n'y a pas de problème. Non, il faut perfectionner la natation. Apprendre à nager, ce n'est pas suffisant. Une fois qu'on sait nager, il faut se perfectionner, s'entraîner. Ne pas oublier que c'est un sport, quoi. Enfin, en tout cas, une activité physique importante. C'est une activité physique importante. Et qui vous le rend bien, parce que c'est excellent pour tout le corps, la natation. C'est le meilleur sport. Je ne vous dirai pas le contraire. Axel Lamotte, bien sûr, vous êtes maître nageur. Alors, dites-moi un dernier mot, puisqu'il va falloir se quitter. Au fond, votre message, c'est de dire il ne suffit pas de savoir barboter, apprenez à nager. C'est-à-dire apprenez à nager, perfectionnez-vous. Personne n'est à l'abri d'une noyade. Personne, même un très bon nageur. Oui, surtout avec les conditions difficiles et le changement climatique qui n'arrange pas les choses, parce que parfois, entre les vents et les précipitations, ça n'améliore pas les choses. Voilà. Bien, merci beaucoup, messieurs. Merci, docteur Aymeric Ong, de nous avoir donné les chiffres de la noyade en France. On espère que ça aille vers le mieux, avec cette opération lancée par le ministère de la Jeunesse et des Sports, Roxana Maracineanu, qui est à Tokyo. Donc, on n'a pas pu l'avoir en ligne ce matin. Et merci, Axel Lamotte, au nom du syndicat des maîtres nageurs sauveteurs, qui sont là au moins pour nous surveiller, pour nous protéger, pour nous donner les bons conseils, les bons gestes, les bonnes attitudes dans et sur l'eau. Voilà, on se retrouvera pour certainement l'été prochain, malheureusement, signe qu'il y aura encore malheureusement beaucoup à dire sur le sujet.